Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Insight pour Forbes. Pour mieux connaître les entreprises, leur histoire, leurs projets aussi. Avec nous aujourd'hui, Sébastien Bossard. Bonjour, vous êtes président de Quercia. Alors Quercia, c'est un champion français, mais qui travaille dans le monde entier sur la biosécurité. Tout à fait. La biosécurité, c'est tout ce qui concourt finalement à la sécurité, principalement alimentaire. Oui, c'est 90% de notre chiffre d'affaires. J'ignorais totalement, avant de vous connaître, que ça pouvait être une activité aussi importante. 315 millions de chiffre d'affaires, plus de 1500 personnes dans le monde. Ouais. D'où ça vient, ça, ce besoin d'activité en termes d'information sur la biosécurité? Parce que moi, naïvement, je pensais que chaque entreprise agroalimentaire se débrouillait dans son coin, quoi, pour satisfaire son client. Alors, ça vient d'un besoin naturel des consommateurs de pouvoir s'alimenter de manière saine, d'un point de vue nutritionnel, mais aussi safe, au sens où consommer un aliment avec une question qui est « est-ce que je vais être malade ?» Personne, dans des pays développés comme la France, se pose cette question-là. Et ils ne se la posent pas parce que ça remonte à très longtemps en arrière. C'est la mise en place des protocoles d'hygiène. Et la France est parmi les champions des protocoles d'hygiène, hein, pour être très clair. Et donc l'industrie agroalimentaire, les agriculteurs, les restaurants, la restauration hors domicile, tous les gens qui produisent de l'eau ont besoin, pour assurer cette qualité sanitaire, de solutions pour lutter contre la contamination pathogène. Alors, votre rôle à vous, finalement, c'est de checker tout ce qui se passe dans cette industrie, de recueillir de l'information et de faire en sorte de la gérer et d'éviter les accidents. Exactement. Nos équipes, au quotidien, elles sont dans des usines agroalimentaires, dans des élevages laitiers, des élevages de porcs, de volailles, dans des restaurants éventuellement, et elles viennent faire un diagnostic de la situation et comment et quelles solutions on va mettre en place pour éviter qu'il y ait une contamination de la chaîne alimentaire. Mais vous disiez, la France est très bien équipée au niveau, par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Oui. Sans vouloir polémiquer, est-ce que les progrès que nous avons faits sont dus à notre éthique, notre conscience, ou à un certain nombre d'accidents qui sont arrivés? Non, je pense que ça vient vraiment de très loin. Lavoisier, Pasteur, ces gens-là, en fait... ah oui, c'est enraciné très... Bien sûr, bien sûr. La culture microbiologique qu'ont les Français est une des racines fondamentales de la précaution sanitaire qu'a un pays comme la France. Alors, est-ce que le Covid, là, qu'on vient de vivre et qu'on vit encore aujourd'hui, a accru la prise de conscience et a poussé les industriels à faire plus attention qu'ils ne le faisaient encore? Alors, dans l'industrie, dans l'élevage, finalement chez nos clients de la chaîne alimentaire, les protocoles de sécurité sanitaire en France sont hyper contraignants. Il y a des services vétérinaires qui sont sous l'autorité de l'État, qui visitent ces gens-là quasiment quotidiennement. Il y a même des gens qui sont à demeure dans l'industrie agroalimentaire pour contrôler. Là où le Covid a eu un impact, c'est surtout ce que je vais appeler l'hygiène personnelle. Alors l'hygiène personnelle, ça peut être nous. C'est-à-dire se laver les mains, éventuellement désinfecter un peu mieux sa cuisine à la maison, etc. Dans l'industrie agroalimentaire, c'est l'hygiène personnelle aussi des gens avant qu'ils arrivent dans l'usine, par exemple, ou quand ils sont dans l'usine. Donc on a vu quelques renforcements de protocoles sur le lavage des mains, sur la désinfection des mains. Mais globalement, retenez que les protocoles sanitaires qui existent en France sont déjà d'un niveau qui est excellent. Oui, enfin, sauf qu'on s'aperçoit qu'il y a des clusters qui commencent à réapparaître et à se développer dans des centres d'abattoirs, par exemple. Hein. Alors, c'est un sujet... Ça vous interpelle, ça? Bien sûr que ça m'interpelle, et bien sûr même qu'on est allé comprendre pourquoi. Et je vais peut-être vous révéler quelque chose aujourd'hui que le public ne sait pas, mais en fait, les clusters qui se développent autour des abattoirs ne viennent pas du fonctionnement lui-même de l'abattoir, mais des gens qui travaillent dans ces abattoirs. Et de leur comportement, ce dont vous parliez tout à l'heure. À l'extérieur de l'abattoir. Oui. Vous disiez la France a des normes très exigeantes. Est-ce que l'Europe ne s'est pas alignée sur ces normes très exigeantes? Je parle de la France, mais c'est un niveau qui est européen et qui va même au-delà des frontières européennes. Alors, quand la France ou quand les pays européens s'inquiètent des conséquences du Brexit, par exemple, sachant que la Grande-Bretagne pourrait ne pas respecter les normes sanitaires, est-ce qu'on a raison de s'en inquiéter, compte tenu de l'état dans lequel fonctionnent les Anglais? Dans notre activité, dans notre métier, pour être sincère, non. Pour une raison simple, c'est que ce qui détermine ou ce qui régule, par exemple, les produits désinfectants en Europe,
est un chapeau, une réglementation européenne dans laquelle était déjà inclus l'Angleterre, et l'Angleterre fera pas machine arrière là-dessus, parce que c'est des niveaux qui sont déjà élevés en termes d'objectifs, et les Anglais vont pas redescendre cet objectif parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est devenu presque un standard pour faire circuler les denrées alimentaires entre les pays au niveau mondial. Oui, et puis le consommateur anglais a les mêmes exigences que le consommateur. Qui n'est pas plus naïf ou mal informé que le consommateur européen. Exactement. Exigera la même qualité. Tout à fait. Et puis il a peut-être encore le souvenir du scandale de la vache folle. Tout le monde a en souvenir un scandale qui est plus ou moins lointain. Il y a eu encore des scandales récents et vous ne les connaissez pas dans des cantines, dans des restaurations hors domicile, etc. Il y en a régulièrement. En quoi le digital a changé votre métier ? Le digital n'a pas encore complètement changé notre métier. Nous, Quercia, on pense qu'il va le changer dans les 5 à 10 ans qui viennent. Pourquoi ? Parce que le développement Parce que l'intelligence artificielle qui permet aujourd'hui de traiter des données qu'on collecte au quotidien chez nos clients éleveurs laitiers, de porc ou industrie agroalimentaire, l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle permet de modéliser des choses qui permettent de prévenir ou de nettoyer et porter la solution au bon moment, en fait. Ça veut dire que vous allez intervenir dans toute la chaîne alimentaire pour digitaliser notamment tous les maillons. Je pense aux agriculteurs, par exemple. On a des projets de digitalisation dans l'élevage, dans l'agroalimentaire, mais également dans la restauration à domicile. Et là, on vient, par exemple, de prendre une participation significative au capital d'une start-up européenne qui est probablement l'un des leaders mondiaux de l'intelligence artificielle pour l'élevage laitier. Parce que votre métier, il dépend, enfin votre expertise, elle dépend aussi de la qualité de l'information que vous retirez. Donc, dépend du travail des agriculteurs. Exactement. Donc, vous avez intérêt à équiper les agriculteurs. C'est ce qui va se passer. Complètement. Et ils le sont déjà, en fait. Ouais. Ils ont des smartphones, ils ont des fois des vaches qui ont des colliers qui sont connectés. Ouais. Donc cette data, elle existe. Ce qui est compliqué, c'est de trouver la start-up qui va faire ce travail d'intelligence artificielle avec les bons cerveaux d'intelligence artificielle pour nous donner une data de qualité qui va nous permettre de prévenir en fait les accidents. Quercia s'est développé jusqu'il y a 4 ou 5 ans par croissance interne. Hein. Oui. Et depuis 3-4 ans, vous cherchez à racheter des entreprises. On a fait beaucoup d'acquisitions. Vous avez fait une grosse acquisition en Angleterre. Tout à fait. Qui s'appelle Holchem. Pour quelles raisons avez-vous besoin de croître dans ce métier et au niveau international? Parce que vous êtes un métier d'expertise, vous êtes un métier de service. Oui. 2 raisons à ça. La première, c'est que nos clients de l'agroalimentaire sont de plus en plus gros et mondiaux. Donc quand on travaille avec certains, on est obligé d'être présent en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, des fois même en Asie. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, elle est liée à notre métier, à la réglementation de notre métier. L'investissement pour faire un produit désinfectant aujourd'hui ressemble beaucoup à ce qui se passe dans l'industrie pharmaceutique. Dans le médicament ? Exactement. C'est très long ? C'est long, c'est valable pour 10 ans et c'est très coûteux. En capital, ouais. En capital. Donc la taille critique est nécessaire pour pouvoir continuer et poursuivre une aventure dans ce métier-là. Ça veut dire que l'objectif de chiffre d'affaires dans les 5 ou 10 ans qui viennent, pour vous, c'est quoi? Actuellement, on le disait tout à l'heure, 315 millions d'euros. Nous, à horizon 4-5 ans, on vise entre 500 et 600 millions d'euros, donc on veut doubler la taille de la société. Et à 10 ans, probablement approcher le milliard. La part française représente combien sur ce total? Aujourd'hui, c'est 23% du chiffre d'affaires global. Ça aura tendance, vraisemblablement, à... Oui, parce que notre part de marché en France est très élevée. À baisser. Sébastien Bossard, merci beaucoup. Vous êtes toujours breton? Alors, je suis parce que l'entreprise est bretonne quand même. Hein. Ses racines sont bretonnes. Elle est basée à Dinard en Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Quelle chance! Ah ouais, c'est incroyable. C'est un écrin pour nous de travailler ici. Merci à vous. Merci beaucoup.